1er novembre 2025. Plaza Morelos, Uruapan, Michoacán. Carlos Manso tient son fils de 2 ans dans ses bras. Des milliers de bougies illuminent la place. Des crânes en sucre, des fleurs de cempasúchil, des familles déguisées qui célèbrent le jour des morts. Carlos essaie de confier l'enfant à sa femme, Grecia. Elle ne peut pas le prendre. Elle porte déjà leur autre fils. Les 2 enfants sont encore si petits. Un homme de l'équipe de sécurité prend le petit garçon. Carlos sourit, ajuste son chapeau et s'avance vers la foule pour prendre des photos. Il est 20h43. À 20h44, 7 coups de feu déchirent dans le festival des bougies. Carlos Manso s'effondre au sol devant des centaines de personnes. Sa femme voit tout. Leurs 2 jeunes fils se trouvent à seulement quelques mètres. L'assaillant est abattu sur place. Carlos meurt 28 minutes plus tard à l'hôpital. Il avait 40 ans. Et ce que ses enfants ne savent pas encore, c'est que leur père n'était pas simplement un maire assassiné de plus au Mexique. Il était le seul homme politique à avoir osé défier publiquement la présidente de la République, le gouverneur de son État et tous les cartels du Michoacán en même temps. Et maintenant, sa veuve de 35 ans hérite de cette guerre, avec 2 enfants qui chaque nuit appellent « papa », le cherchant dans l'obscurité. Ceci est l'histoire vraie de Carlos Alberto Manso Rodriguez. Une histoire de famille, de pouvoir et de vengeance qui se déroule en ce moment même. Ici, tu verras la vidéo complète dans laquelle Carlos a défié directement Claudia Sheinbaum quelques mois avant sa mort, ainsi que les mots exacts qu'il a utilisés pour la provoquer. Tu découvriras le contenu des enregistrements vocaux secrets que Carlos faisait chaque nuit sur son téléphone, parlant seul des menaces qu'il recevait. Et tu connaîtras la conversation complète que Carlos a eue avec ses gardes du corps 40 minutes avant son assassinat, lorsqu'il leur a confié que quelque chose ne lui semblait pas normal ce soir-là. Et à la fin, tu comprendras pourquoi les enfants de Carlos appellent leur mère chaque nuit pour demander quand papa va revenir. Et pourquoi Grecia leur répond avec des mots qui brisent moi le cœur. Papa veille sur vous depuis le ciel, mais maman va terminer son travail. Parce que ce n'est pas seulement l'histoire d'un meurtre, c'est l'histoire d'une famille qui a choisi de mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Mars 2024. Uruapan, Michoacán, 18 mois avant l'assassinat. Carlos Manso n'était pas un politicien de carrière, il était un ancien député fédéral. Oui, il avait occupé un siège au Congrès mexicain pendant 3 ans, mais son style n'a jamais été celui du bureau et du costume. Son style, c'était des bottes, un chapeau et un micro à la main, marchant dans les marchés. On l'appelait le député au chapeau. Et en mars 2024, il a pris la décision qui allait changer la vie de sa famille, pour toujours. Il a renoncé à son siège pour se présenter comme candidat indépendant à la mairie d'Uruapan. Sans parti, sans machine politique, sans les millions de pesos que les partis investissent dans les campagnes. Juste son chapeau, sa femme Grecia à ses côtés, et une promesse qui semblait impossible. Je vais sortir les cartels d'Uruapan, ou je mourrai en essayant. Mais voici ce que personne ne savait à ce moment-là. Carlos n'a pas décidé de se lancer seul. C'est Grecia qui l'a convaincu. Grecia Quiroz avait 34 ans, mère de 2 jeunes enfants, diplômée en sciences politiques. Elle avait tenté de devenir députée locale 1 an plus tôt, sans succès, et elle connaissait parfaitement les risques de la politique dans le Michoacán. Parce que le Michoacán n'est pas un État mexicain comme les autres. C'est la terre de l'avocat, l'or vert, des milliards de dollars d'exportation chaque année, et 3 cartels qui se disputent chaque mètre de territoire. Le cartel Jalisco Nouvelle Génération, Carteles Unidos et la Familia Michoacana. Dans le Michoacán depuis 2022, 7 maires ont été assassinés. 7. Alors quand Carlos lui a proposé de se présenter comme indépendant en février 2024, la première réaction de Grecia a été la panique. Une panique pure. Je lui ai dit qu'il était fou, avouera-t-elle plus tard, que nous finirions comme les autres, que nos enfants deviendraient orphelins. J'ai pleuré toute la nuit. Mais le lendemain, quelque chose a changé. Grecia est sortie seule, marcher dans les rues d'Uruapan, dans les marchés où elle avait grandi, sur les places où elle jouait enfant. Et elle a vu ce qu'elle essayait d'ignorer depuis des années. Sa ville était en train de mourir. Des commerces fermés avec des pancartes à vendre. Des jeunes au coin des rues sans avenir. Des mères marchant vite avec leurs enfants, regardant sans cesse derrière elles. La peur sur chaque visage. Et Grecia a pris une décision que ses enfants ne comprendraient que bien des années plus tard.
Elle préférait risquer de mourir en combattant plutôt que de continuer à vivre dans la peur. Elle est rentrée chez elle cet après-midi-là. Carlos jouait avec les enfants dans le salon. Elle l'a regardé et lui a dit 5 mots. On le fait, mais ensemble. Et ce mot, ensemble, allait définir tout ce qui suivrait. Parce que Carlos et Grecia n'ont pas fait campagne comme un politicien et son épouse. Ils ont fait campagne comme une équipe, comme des partenaires, comme des compagnons d'armes dans une guerre. Grecia se leva du canapé, s'approcha de Carlos, lui prit les 2 mains, le regarda droit dans les yeux et lui dit « Alors ne démissionne pas. Parce que si tu démissionnes, nos enfants grandiront en sécurité, oui, mais ils grandiront en sachant que leurs parents ont fui quand les choses sont devenues difficiles. Ils sauront que maman et papa ont choisi la sécurité plutôt que les principes. Ils sauront que, dans cette famille, quand le combat devient dur, on s'enfuit. Et je ne veux pas qu'ils grandissent comme ça. Je veux qu'ils grandissent en sachant que leurs parents se sont battus. Même si on perd, même si ça nous coûte tout, même si à la fin on meurt. Je veux qu'ils sachent qu'on a essayé, qu'on s'est battu jusqu'au bout, qu'on n'a pas abandonné. » Carlos resta silencieux, les larmes coulant sur son visage, puis il finit par dire « Tu es sûr? Parce que si on continue, si je ne démissionne pas, ils vont probablement me tuer. Tu le sais, n'est-ce pas? Ce n'est pas une possibilité, c'est presque une certitude. » Et Grecia répondit quelque chose qui la lierait à ce destin pour toujours. « Je le sais, et quand ils te tueront, parce que ça arrivera, je continuerai. Je prendrai ta place. Je terminerai ce que tu as commencé, parce que si je ne le fais pas, ta mort n'aura servi à rien. Et je ne permettrai pas ça. Alors oui, je suis sûr. Reste, bats-toi. Et quand tu ne seras plus là, je me battrai à ta place. » Cette conversation scella leur destin, à tous les deux, car à cet instant, ils cessèrent d'être simplement mari et femme. Ils devinrent des soldats dans une guerre dont ils savaient qu'ils ne survivraient probablement pas. Leur fils de 3 et 2 ans dormait dans la pièce d'à côté, sans savoir que leurs parents venaient de choisir l'honneur plutôt que la sécurité. Décembre 2024. Un mois critique. Le gouvernement fédéral reconnaît enfin que Carlos est en danger réel. On lui attribue une protection personnelle. 3 gardes du corps fédéraux, des protocoles de sécurité stricts et un véhicule blindé. Carlos refuse le véhicule blindé. « Ça envoie le mauvais message, » dit-il à Grecia. « Les gens doivent me voir accessible, humain, proche d'eux. Si je monte dans une voiture blindée, j'ai l'air d'un politicien traditionnel qui a peur de son propre peuple. » Il accepte les gardes du corps uniquement parce que Grecia le supplie, littéralement à genoux, en pleurant. « Je l'ai supplié, » dira-t-elle plus tard. « Je me suis agenouillé devant lui et je lui ai dit « Fais-le pour moi, pour nos enfants, au moins ça. » Il accepte. Les 3 gardes du corps s'appellent Roberto, Miguel et Fernando. Ils ont entre 35 et 40 ans. Ils sont tous pères de famille, tous des professionnels fédéraux expérimentés. Et tous les 3 développent quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Une admiration sincère pour Carlos Manso. Parce que Carlos n'était pas comme les autres politiciens qu'il protégeait. Il n'exigeait pas de privilèges. Il ne traitait pas les gens avec mépris. Il n'était pas arrogant. C'était un homme avec un chapeau qui s'arrêtait pour jouer avec des enfants sur les places, qui prenait des photos avec quiconque le lui demandait, qui serrait dans ses bras des femmes âgées sur les marchés, et cela le rendait impossible à protéger. « Monsieur le maire, » lui répétait Roberto, « vous devez arrêter d'être aussi accessible. Vous devez garder vos distances. Les protocoles existent pour une raison. » Carlos répondait toujours la même chose. « Si je dois arrêter d'être moi-même pour être en sécurité, alors à quoi bon faire tout ça ?» Roberto, Miguel et Fernando savaient qu'il avait raison. Et ils savaient aussi que cette raison allait probablement le tuer. Souviens-toi de ces 3 gardes du corps, parce que l'un d'eux sera avec Carlos dans ses dernières minutes de vie. Et ce qu'il dira à Carlos 40 minutes avant l'assassinat changera tout ce que nous pensions savoir sur cette nuit-là. Mai 2025. Le défi public à la présidente. Claudia Sheinbaum est présidente depuis 5 mois. Sa politique de « des câlins, pas des balles » continue. Les taux nationaux d'homicides ont légèrement baissé, 3,2% de moins que l'année précédente. Elle utilise ces chiffres constamment. « La stratégie fonctionne », répète-t-elle. « Les données nous donnent raison. Mais dans le Michoacán, et surtout à Uruapan,
les chiffres racontent une toute autre histoire. Les homicides augmentent de 15% en 5 mois, les extorsions de 23%, les disparitions de 18%. Carlos connaît les chiffres par cœur. Il les analyse chaque matin, les étudie chaque nuit. Et chaque semaine, ils empirent. Il a demandé 17 réunions au gouverneur Ramirez Bedolla. Zéro réponse. Il a envoyé 23 demandes officielles d'aide fédérale. Zéro réponse. Il a appelé directement le bureau d'Omar Garcia Harfouch, le secrétaire à la sécurité. Zéro réponse. C'est comme s'il n'existait pas. Et Carlos comprend le message. Le gouvernement fédéral n'aidera pas un maire indépendant qui contredit publiquement son récit de réussite. Parce qu'aider Carlos signifierait admettre que leur stratégie a des failles. Et ils ne le feront pas. Alors Carlos est seul. Et le 14 mai 2025, un jour avant d'enregistrer la vidéo qui le rendra célèbre dans tout le pays, Carlos reçoit une nouvelle menace. Mais celle-ci est différente de toutes les autres. Un colis est laissé devant la porte de son bureau, sans expéditeur, sans nom. Son équipe de sécurité l'examine. Ce n'est pas une bombe. Ce n'est pas dangereux physiquement, mais c'est psychologiquement dévastateur. À l'intérieur du colis, il y a 3 choses. Une photo de son fils aîné sortant de l'école, prise le matin même, avec un cercle rouge dessiné autour de sa tête. Une photo de son fils cadet dans un parc, prise 3 jours plus tôt, avec le même cercle rouge. Et une note manuscrite. Dernière photo de tes enfants en vie, à moins que... Rien de plus. Carlos ne dit rien à Grecia. Il ordonne que le colis soit brûlé, que les photos soient détruites, qu'aucune preuve ne reste. Mais cette nuit-là, il enregistre une note vocale. Aujourd'hui, ils ont franchi la ligne. Ils ne me menacent plus moi, ils menacent mes enfants. Et ça change tout. Je suis prêt à mourir pour Uruapan. J'ai signé ce contrat le jour où j'ai décidé de me lancer. Mais mes enfants n'ont rien signé. Ils sont innocents. Et les utiliser comme une arme contre moi est la chose la plus lâche qu'ils puissent faire. Alors demain, je vais faire quelque chose qui va probablement me tuer. Je vais provoquer publiquement la présidente. Je vais forcer le gouvernement fédéral à me regarder. Parce que sans soutien fédéral, je ne peux pas protéger mes enfants. Et je préfère mourir en essayant de les protéger que vivre en sachant que je n'ai pas tout fait. Le lendemain, 15 mai, Carlos enregistre la vidéo seul dans son bureau. Un téléphone posé sur un trépied improvisé. Pas de maquillage, pas de script. Juste lui, son chapeau et des mois de colère contenue. Une seule prise. 4 minutes et 37 secondes. Sans montage, sans coupure. Quand il termine, il regarde la vidéo une fois en entier. Il sait qu'il est sur le point de franchir un point de non-retour. Il sait que défier publiquement la présidente peut mettre fin à sa carrière politique ou à sa vie. Mais il sait aussi qu'il n'a pas d'autre choix. Il publie la vidéo sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, toutes ces plateformes en même temps. Il ne dit rien à Grecia, parce que s'il lui demandait, elle lui dirait probablement de ne pas le faire. Et il doit le faire. La vidéo explose. En 20 minutes, des centaines de milliers de vues. En 1 heure, un demi-million. En 3 heures, 3 millions. En 24 heures, 15 millions. En 1 semaine, 30 millions. Numéro 1 des tendances au Mexique pendant 4 jours consécutifs. CNN en parle. La BBC, le New York Times, le Washington Post. Les réactions se divisent exactement en deux. 50% disent que Carlos est un héros. Quelqu'un qui dit enfin la vérité, qui expose l'hypocrisie du gouvernement fédéral. 50% disent que Carlos est suicidaire, qu'il vient de signer son arrêt de mort. Les deux ont raison. Dans la vidéo, Carlos regarde droit dans la caméra et dit des mots qui resteront gravés dans l'histoire politique du Mexique. Président Sheinbaum, avec tout le respect que je vous dois, mais avec une fermeté absolue. Vous dites que votre stratégie de sécurité fonctionne. Les chiffres nationaux vous soutiennent. Mais je vous défie publiquement ici et maintenant, devant des millions de Mexicains. Venez à Uruapan, marchez dans nos rues sans sécurité présidentielle. Parlez à nos commerçants qui pètent l'extorsion chaque semaine. À nos mères qui ont peur que leurs enfants aillent à l'école. À nos enfants qui entendent des coups de feu chaque nuit. Et ensuite, seulement après avoir marché dans les rues que je parcours chaque jour, dites-moi si votre stratégie fonctionne. Parce qu'ici, à Uruapan, Michoacán, dans le Mexique réel que vous ne voyez pas depuis le Palais national, votre stratégie nous tue.
Et si vous ne pouvez pas garantir la sécurité de mon peuple, si votre gouvernement fédéral ne fait pas son travail, alors laissez-moi faire le mien. Écartez-vous. Ou venez prouver par des actes, pas par des paroles, que j'ai tort. Je vous attends à Uruapan, Madame la Présidente. Je vous attends. Carlos enregistre ensuite une note vocale. Ce qui frappe, c'est qu'il n'est pas en colère. Il est en paix. Garcia Harfuch m'a attaqué aujourd'hui sans me nommer. Le message du gouvernement fédéral est clair. Tais-toi, baisse la tête. Fais ce qu'on te dit. Et je ne ferai pas ça. Je ne peux pas. Parce que si je me tais maintenant, après tout ce chemin parcouru, après tout ce que j'ai promis à mon peuple, alors, qu'est-ce que je suis? Grecia m'a dit quelque chose de magnifique ce matin quand je lui ai montré la vidéo avant de la publier. Elle m'a dit « Fais-le, et quand ils viendront te chercher, parce qu'ils viendront, je serai là. Je terminerai ce que tu as commencé. » Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Je ne suis pas seul. Je ne l'ai jamais été. Grecia est avec moi. Et s'il m'arrive quelque chose, elle continuera. J'en suis sûr. Et Carlos avait raison. Grecia allait continuer. Mais le prix de cette continuité serait de voir son mari mourir sous ses yeux, pendant que leurs deux jeunes enfants se trouvaient à seulement quelques mètres. Juin, juillet, août, septembre 2025. Les mois qui suivent la vidéo deviennent les plus tendus de toute la vie de la famille Manzo Quiros. Carlos continue les opérations sans relâche. Les arrestations augmentent, 47 en juin, 62 en juillet, 71 en août. Les saisies d'armes explosent, 23 armes en juin, 34 en juillet, 41 en août. Et pour la première fois depuis 3 ans, les indicateurs de criminalité à Uruapan commencent à baisser. 8% en juin, 11% en juillet, 14% en août. Ça fonctionne. Les chiffres ne mentent pas. Mais la riposte arrive et elle est brutale. En juin, un commerçant qui avait soutenu Carlos publiquement est retrouvé mort. Un message est laissé à côté du corps. Voilà ce qui arrive aux amis du maire. En juillet, 2 grenades explosent devant la maison d'un conseiller municipal qui travaille avec Carlos. Sa famille survit de justesse. En août, le cousin d'un policier municipal est kidnappé. Il est libéré 3 jours plus tard avec un message tatoué sur la poitrine. Dis à Manzo de faire attention. En septembre, un autre policier municipal est assassiné en pleine rue, en plein jour. Carlos annule les festivités de l'indépendance. Pour la première fois en 50 ans, Uruapan ne célèbre pas le 15 septembre. Je ne célébrerai pas pendant que mon peuple meurt, déclare Carlos en conférence de presse. Il lance une nouvelle demande désespérée au gouvernement fédéral. Cette fois, la réponse arrive, mais pas celle qu'il espérait. Dans une autre conférence, Garcia Harfuch déclare, sans le nommer, « Certains maires confondent le courage avec l'imprudence, et cette imprudence met leur communauté en danger. Une nouvelle gifle publique. Puis arrive octobre, le dernier mois complet de la vie de Carlos Manzo. Et tout change. Octobre 2025. Grecia remarque quelque chose de différent chez Carlos, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu en 18 mois de guerre constante. À chaque événement public, avant de sortir du véhicule, Carlos prend les mains de ses 2 enfants et leur dit exactement la même chose, mot pour mot, sans jamais varier. Papa vous aime, papa vous aimera toujours. N'oubliez jamais ça. Quoi qu'il arrive, papa vous aime plus que tout au monde. La première fois, le 3 octobre, Grecia trouve ça tendre. La deuxième fois, le 7 octobre, elle trouve ça affectueux mais répétitif. La troisième fois, le 12 octobre, elle s'inquiète. Les mots sont exactement les mêmes, comme appris par cœur. La quatrième fois, le 16 octobre, elle a peur, parce qu'elle voit quelque chose dans ses yeux. Une tristesse profonde. Un adieu. La 5e fois, le 21 octobre, elle n'en peut plus. La 6e fois, le 28 octobre, une semaine avant sa mort, Grecia attend que les enfants sortent de la voiture et confrontent Carlos. Pourquoi tu leur dis ça à chaque fois? Toujours exactement pareil, comme un mantra. Tu leur fais peur. Carlos la regarde, et Grecia voit sur son visage quelque chose qui la terrifie. La résignation. Parce que j'ai besoin qu'ils s'en souviennent quand je ne serai plus là. J'ai besoin que la dernière chose qu'ils se rappellent de moi soit ma voix leur disant que je les aimais. Qu'est-ce que tu sais que je ne sais pas? Rien de concret. Mais Roberto a un pressentiment. Miguel aussi. Fernando aussi.
Les trois me l'ont dit séparément. Ils m'ont dit, quelque chose est différent. L'atmosphère a changé. On ne sait pas expliquer quoi, mais quelque chose va arriver. Alors annulons tout. Prends des vacances. Emmène les enfants à la plage pendant 2 semaines. Carlos sourit tristement. Mon amour, si je fuis chaque fois que je sens le danger, je passerai ma vie à fuir. Ce n'est pas vivre, c'est seulement exister dans la peur. Et je ne veux pas que nos enfants grandissent en voyant leur père exister dans la peur. Je veux qu'ils voient leur père vivre avec courage, même si ce courage me coûte la vie. Et pour la première fois en 18 mois, Grecia dit quelque chose qu'elle n'avait jamais dit. Alors je regrette. Je regrette de t'avoir dit de continuer. J'aurais dû te supplier à genoux de démissionner quand nous en avions encore la possibilité. Nos enfants ont besoin de toi vivant, Carlos. Ils n'ont pas besoin de toi courageux. Ils ont besoin de toi vivant. Carlos serre Grecia dans ses bras, très fort, comme s'il voulait se fondre en elle. Grâce à toi, nos enfants vont grandir dans un Uruapan différent. Peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, peut-être dans 10 ans. Mais un jour, ils marcheront dans ces rues sans peur, et ce sera grâce à ce que nous avons fait. Grâce à ce que toi et moi avons décidé de faire ensemble. Et quand ce jour viendra, même si je ne suis pas là pour le voir, tout en aura valu la peine. Chaque menace, chaque nuit sans sommeil, chaque adieu comme si c'était le dernier. Tout. Cette conversation a eu lieu le 28 octobre, 4 jours avant l'assassinat. Et Carlos avait raison sur une chose. C'était la dernière vraie conversation profonde qu'ils ont eue en tant qu'époux. Après cela, il n'y eut plus que de la logistique, des préparatifs, le maudit festival des bougies. 31 octobre 2025, la veille. Carlos passe toute la journée à superviser les derniers détails. Il quitte la maison à 7 heures du matin et ne rentre qu'à 3 heures du matin le lendemain. Il vérifie chaque zone, chaque parc, chaque décoration, chaque point de sécurité. Grecia l'attend éveillé. Quand il arrive, Carlos est épuisé. Il enlève son chapeau et s'assoit sur le lit. Grecia remarque quelque chose. Ses mains tremblent. « Ça va ?» Carlos fixe le plafond. Long silence. Puis il dit quelque chose que Grecia se rappellera toute sa vie. « S'il m'arrive quelque chose demain, je veux que tu saches 3 choses. Premièrement, tout en valait la peine. Chaque menace, chaque nuit sans dormir, chaque moment de peur. Deuxièmement, tu es la femme la plus courageuse que j'ai jamais connue, plus courageuse que moi. Et troisièmement, quand je ne serai plus là et que tu continueras, parce que je te connais, ne te sens pas coupable. Ne regrette rien, parce que nos enfants seront fiers. Peut-être pas maintenant, mais quand ils grandiront, quand ils comprendront, ils seront fiers de leurs parents. » Grecia s'assoit sur le lit, en larmes. « Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que tu sais? » « Rien, je veux juste que tu le saches, au cas où. N'y va pas demain, s'il te plaît. Annule le festival. Je ne peux pas. Les gens attendent depuis des semaines. Et si j'annule par peur, alors ils gagnent. Et je ne les laisserai pas gagner. » Ils s'endorment enlacés. Carlos entoure Grecia d'un bras, comme pour la protéger. C'est la dernière nuit qu'ils dorment ensemble. 1er novembre 2025, jour des morts. Carlos se lève à 6 heures, vérifie les derniers détails, emmène l'un de ses enfants avec lui le matin. Ils rentrent à la maison à 16 heures. Grecia prépare les enfants. Elle s'habille. Carlos met son costume noir et son chapeau. Ils sont en retard. Ils partent précipitamment à 20h15. Dans le véhicule se trouvent les 3 gardes du corps, Roberto, Miguel et Fernando. Et voici ce qui n'avait jamais été révélé publiquement. 40 minutes avant l'assassinat, à 20h04, Roberto dit quelque chose à Carlos. La conversation est enregistrée par le système audio du véhicule. L'enregistrement a été remis au parquet. Il n'est pas public dans son intégralité, mais un extrait existe. « Monsieur le maire, quelque chose ne va pas ce soir. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je ne sais pas. Ça fait 15 ans que je fais ce métier. Il y a des nuits où tout semble normal et d'autres où quelque chose cloche. Ce soir, quelque chose cloche. Tu veux qu'on fasse demi-tour ? Ce n'est pas à moi de décider, mais si vous me demandez mon avis, oui, on devrait rentrer. 20 secondes de silence. Non, on y va, mais reste près de moi. Et si tu vois quoi que ce soit d'étrange, quoi que ce soit, tu me fais sortir immédiatement. Compris, monsieur ?
Ils arrivent à la Plaza Morelos à 20h30. Le festival bat son plein. Des milliers de bougies, des familles, de la musique. Carlos descend du véhicule. Grecia arrive avec les enfants. L'aîné tient sa main. Le plus jeune est dans les bras de Carlos. Les trois gardes du corps forment un périmètre. 20h35. La foule reconnaît Carlos. Des gens crient à son nom. Ils s'approchent pour des photos. Carlos est heureux. Il sourit. Il rit. Il enlace les gens. 20h40. Le plus jeune enfant s'agite. Veut descendre. Carlos essaie de le donner à Grecia, mais elle ne peut pas. Elle tient l'aîné. Un membre de l'équipe de sécurité prend l'enfant. Carlos est maintenant libre. Et à cet instant, il prend une décision qui lui coûtera la vie. Au lieu de rester près de l'entrée comme prévu, il s'avance à l'intérieur de la place, vers la foule, les bougies, les familles. « Monsieur, restons ici, » dit Roberto. « 2 minutes, laisse-moi saluer ces gens. » 20h43. Un homme d'environ 30 ans, vêtu d'un jean et d'un sweat noir, s'approche de Carlos par derrière. Il ne court pas. Il marche normalement. Roberto le remarque, mais il y a une cinquantaine de personnes autour, toutes en mouvement. L'homme ne fait rien de suspect jusqu'à ce qu'il soit à 2 mètres de Carlos. Il sort alors une arme. « Arme !» crie Roberto. Trop tard. 7 tirs en 2 secondes, à bout portant. Carlos s'effondre. Roberto tire à son tour et abat l'assaillant instantanément. Mais Carlos est déjà à terre. 7 blessures par balle. Dos, cou, tête. 20h44. Grecia voit tout depuis l'entrée de la place, à une quinzaine de mètres. Elle voit Carlos tomber. Elle voit le chaos, les gens qui fuient. Et son premier réflexe n'est pas de courir vers Carlos, c'est de saisir ses enfants et de les protéger. « Mon monde s'est refermé sur mes enfants », dira-t-elle plus tard. La seule chose qui comptait, c'était de les sortir de là, qu'ils ne voient plus rien, qu'ils n'entendent plus rien. L'équipe de sécurité l'évacue vers la Maison de la Culture, à 2 rues de là. Carlos est transporté à l'hôpital. Grecia attend avec ses enfants. Pendant 45 minutes, personne ne lui dit rien. Les enfants pleurent. Ils demandent par leur papa. « Papa va bien ?» leur dit-elle. « Tout ira bien. » Mais elle sait qu'elle ment. À 21h15, quelqu'un de l'équipe de sécurité entre. Grecia regarde ses yeux et comprend avant même les mots. « Je suis vraiment désolé, madame. Carlos est mort à 21h04, 21 minutes après avoir reçu les tirs. » Roberto, le garde du corps qui avait senti que quelque chose n'allait pas, est à l'hôpital avec Carlos quand il meurt. Car Carlos n'est pas mort sur le coup. Il est resté conscient pendant 8 minutes dans l'ambulance. Et selon le rapport officiel de Roberto, remis au parquet et à Grecia, Carlos a dit ceci. « Dis à Grecia que je l'aime. Dis-lui qu'elle n'est pas seule. Dis-lui de terminer ce que j'ai commencé. Et dis à mes enfants. Dis à mes enfants que papa les aimait. Que tout était pour eux. Tout. » Puis Carlos a fermé les yeux. Et il ne les a jamais rouverts. À ce moment-là, devant 70 000 témoins, Grecia Quiroz a accepté le travail le plus dangereux du Mexique, sans encore l'officialiser. Elle avait 48 heures pour changer d'avis, et durant ces 48 heures, quelque chose a failli la faire fuir. 3 novembre 2025, 48 heures après les funérailles, Grecia est chez elle avec ses enfants. Il fait nuit. Les enfants devraient dormir, mais ils ne dorment pas. Son fils de 3 ans est assis dans le salon, fixant la porte. « Qu'est-ce que tu fais encore debout, mon amour ?»« J'attends papa. Il est en retard. »« À quelle heure il arrive ?» Grecia s'agenouille devant lui, en larmes, et doit expliquer à un enfant de 3 ans ce qu'aucune mère ne devrait jamais expliquer. « Papa ne va pas rentrer, mon chéri. Papa est au ciel maintenant. »« Mais il va redescendre, non ? Quand est-ce qu'il revient ?» Comment expliquer la permanence de la mort à un enfant ? Dans l'autre pièce, le plus jeune, 2 ans, pleure. Il tient le chapeau de Carlos, celui qu'il portait toujours. « Papa, dit-il, je veux papa. » Grecia le prend dans ses bras et pleure avec lui. À ce moment-là, elle appelle sa sœur. « Je ne peux pas faire ça, dit-elle. Je ne peux pas être mère. Je ne peux pas continuer la guerre de Carlos. Parce que s'il m'arrive quelque chose aussi, ses enfants seront complètement orphelins. » Sa sœur lui répond « Alors ne le fais pas. Personne ne t'y oblige. Démissionne. Pars du Uruapan. Recommence ailleurs. Tes enfants ont besoin de toi en vie. » Grecia est sur le point de dire oui. Mais alors son fils aîné entre dans la pièce, tenant toujours le chapeau de Carlos. « Maman, pourquoi ils ont tué papa ?» Grecia ne sait pas quoi répondre.
Papa a fait quelque chose de mal. C'est pour ça qu'ils l'ont tué, non? Et à cet instant, Grecia comprend tout. Si elle fuit, si elle disparaît, ses enfants grandiront avec une question sans réponse. Pourquoi papa est mort? Sans contexte, sans sens, sa mort semblera inutile. Mais si elle continue, si elle prend la place de Carlos, si elle termine ce qu'il a commencé, alors sa mort a un sens, un but, un héritage. Elle s'agenouille et répond à son fils. Papa n'a rien fait de mal, mon amour. Papa a fait quelque chose de très bien. Il voulait qu'Uruapan soit sûr, pour que les enfants comme toi puissent jouer sans peur. Il y a des gens mauvais qui ne voulleront pas ça, alors ils lui ont fait du mal. Mais maman va continuer le travail de papa, d'accord? L'enfant hoche la tête. Grecia raccroche avec sa sœur. Le 4 novembre, le congrès du Michoacán reçoit officiellement la proposition. Grecia Itzel Quiroz Garcia comme présidente municipale suppléante d'Uruapan. Avant d'accepter, elle fait quelque chose que très peu de gens savent. Elle se rend seule sur la tombe de Carlos. Sans les enfants, sans la presse. Elle s'agenouille et lui parle comme s'il pouvait l'entendre. Je ne sais pas si je fais ce qu'il faut. J'ai peur, Carlos. Tellement peur. Mais je vais essayer. Je vais prendre ta place. Je vais terminer ce que tu as commencé. Et s'il m'arrive la même chose qu'à toi, si on me tue aussi, je ne regrette rien. Pas un seul jour. Ces 18 mois à me battre à tes côtés ont été les plus importants de ma vie. Je préfère mourir en combattant à tes côtés que vivre 50 ans de plus sans toi. Je t'aime et je ferai en sorte que ta mort en vaille la peine. Je te le promets. 5 novembre 2025. Le congrès du Michoacán vote. 38 voix pour, 0 contre. Unanimité totale. Grecia Itzel Quiroz. Garcia est nommée présidente municipale suppléante d'Uruapan pour la période 2024-2027. Elle prête serment. Elle porte la même écharpe que Carlos portait 14 mois plus tôt. La même qu'il portait 4 jours avant de mourir. Elle la touche. Elle la sent. Et elle sent Carlos avec elle. Dans son discours, d'une voix ferme mais parfois brisée, elle dit des mots qui restent gravés. L'héritage de Carlos continuera, même s'ils ont fait taire sa voix. Le rêve que nous partagions n'est pas mort avec lui. Où que tu sois, Carlos, je sais que tu me donneras la force de guider Uruapan, de protéger nos enfants, d'honorer ta mémoire. Ce rêve, personne ne l'achètera. Personne. Je vous le jure, l'avenir d'Uruapan doit changer, et il changera, même si cela me coûte la vie. Elle prend alors une décision que beaucoup, y compris dans sa propre équipe, considèrent Anley comme suicidaire. Continuer exactement la même stratégie de sécurité que Carlos. Mot pour mot, opération par opération, confrontation directe, zéro négociation avec les criminels, abattre les délinquants armés qui résistent. Je ne trahirai pas sa mémoire, déclare-t-elle lors de sa première conférence de presse comme mère. Je ne négocierai pas avec ceux qui l'ont tué. Je ne changerai pas une stratégie qui fonctionnait. Carlos avait raison. Les chiffres le prouvaient. Et je continuerai son travail exactement comme il l'aurait fait. C'est une déclaration de guerre aussi claire que celle de Carlos 13 mois plus tôt. Et tout le monde comprend ce que cela signifie. Grecia vient de se peindre une cible dans le dos, exactement comme Carlos. Aujourd'hui, nous sommes le 19 novembre 2025. Grecia est mère depuis 14 jours. Et chaque nuit, ses enfants lui posent la même question. Quand est-ce que papa va revenir? Et Grecia leur répond avec des mots qui brisent le cœur. Papa veille sur vous depuis le ciel, mais maman va terminer son travail. Et quand maman aura terminé, papa sera fier. Le 16 novembre, il y a 3 jours, Grecia a publié ce message sur Facebook. Tes enfants t'appellent sans cesse, et mon cœur se brise à chaque fois. Ta lutte ne sera pas vaine. Je me relèverai et j'irai de l'avant pour toi et pour nos enfants. 500 000 réactions. Tout le Mexique regarde, parce que ce n'est pas seulement une autre histoire de violence au Mexique. C'est l'histoire d'une famille qui a choisi les principes plutôt que la sécurité, l'honneur plutôt que la vie, l'héritage plutôt que la survie. Carlos a sacrifié sa vie. Grecia sacrifie sa sécurité. Leurs enfants ont sacrifié leur père. Est-ce que ça en valait la peine? Carlos pensait que oui. Grecia le pense aussi. Mais leurs enfants, qui appellent papa dans l'obscurité, ne peuvent pas encore répondre. Peut-être que dans 10 ans, quand ils comprendront ce que leurs parents ont fait,
Ils diront que ça en valait la peine. Ou peut-être qu'ils diront qu'ils auraient préféré leur père vivant. Personne ne peut le savoir. La seule chose certaine, c'est que cette histoire n'est pas terminée. Grecia est toujours mère. Elle fait toujours face aux mêmes menaces. Et chaque matin, elle se lève, met l'écharpe de Carlos, embrasse ses enfants et part travailler. Parce qu'elle a hérité d'une guerre et a décidé de la mener, même si cela lui coûte tout. Si cette histoire t'a touché, partage-la. Parce que des histoires comme celle-ci doivent être racontées, rappelées, honorées. Peut-être que si suffisamment de personnes la connaissent, si suffisamment exigent justice, Grecia et ses enfants pourront avoir une fin différente. Abonne-toi si tu veux continuer à voir des histoires que les médias ne racontent pas entièrement. Des histoires de famille qui perdent le prix le plus élevé pour défendre ce qui est juste. Et réponds dans les commentaires. Si tu étais à la place de Grecia, fuirais-tu avec tes enfants ou resterais-tu pour terminer la guerre? Ce n'est pas une question hypothétique. C'est la question à laquelle Grecia a répondu il y a 14 jours. Et sa réponse est en train de définir l'avenir de toute une ville.